Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. La fête de la science souffle cette année sa 30e bougie. Créée en 1991, elle est organisée chaque année à l'automne par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour permettre à chacun de découvrir le monde des sciences et de rencontrer les femmes et les hommes qui font la science aujourd'hui. Cette fête dépasse à présent les limites de l'Hexagone. Elle se décline aussi en Outre-mer et à l'international. Cette émission sera l'occasion de mettre en lumière cette fête et les acteurs du monde scientifique en soulignant l'importance de la science à notre époque dominée par les avancées scientifiques et technologiques. Deux scientifiques sont avec nous pour en parler aujourd'hui, Michel Dubois et Alain Riazuelo. Et puis nous retrouverons à la fin de l'émission le réalisateur Jacques Malater, dont le docu-fiction L'Odyssée de l'espèce avait connu un immense succès à sa sortie et qui prépare un nouveau film, lui aussi sur la préhistoire, dont il viendra nous parler. Bonjour Alain Riazuelo et Michel Dubois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite vous présenter à nos téléspectateurs. Michel Dubois, donc vous êtes un sociologue, directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Sociologue des sciences et des techniques, vous dirigez également le GEMAS, le groupe d'études des méthodes de l'analyse sociologique de la Sorbonne. Et vous avez notamment mené en 2020 une vaste enquête intitulée « Les Français et la science ». Et vous, Alain Riazuelo, vous êtes astrophysicien, chargé de recherche au CNRS, en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris, auteur de plusieurs livres et d'un documentaire. Et vous êtes également très impliqué dans les activités de médiation. Vous êtes, il faut le signaler, cette année, un des ambassadeurs de la Fête de la Science. Alors, avant de commencer notre discussion, je vous propose un petit coup d'œil du côté de la Fête de la Science de cette année. Pour célébrer la Fête de la Science, direction le Musée des Arts et Métiers en plein cœur de Paris. Faire découvrir la science en s'amusant et pourquoi pas susciter des vocations, c'est l'objectif de la Fête de la Science dans ce temple des savoirs et des techniques scientifiques. Dans cet atelier pour les petits, on observe, on teste, on formule des hypothèses, avec pour méthode le b.a.-ba de la démarche scientifique, l'expérimentation. De quoi passionner Aditi, qui a appris à construire la molécule du paracétamol. Je voulais savoir ce que c'était. Je ne savais pas qu'un médicament pouvait avoir une molécule. Je l'ai même construit. Les ateliers sont animés par les scientifiques du CNAM eux-mêmes, une occasion pour eux de rencontrer le grand public et de transmettre leur savoir. En fait, pour moi, c'est vraiment très important. Moi-même, quand j'étais petite, j'allais à des choses de la Fête de la Science. C'est ça aussi qui m'a donné le goût de la science. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Ça fait partie de notre métier, en fait, d'enseignants-chercheurs, de diffuser notre savoir, alors que ce soit à nos étudiants pendant des cours, mais aussi à des enfants pour qu'ils leur montrent un peu tous les aspects des scientifiques. Et aussi, on a souvent l'image du scientifique qui est souvent une personne âgée, etc. Et là, on peut aussi leur montrer que la recherche, la science, ça peut être des choses sympathiques et qu'on peut s'amuser en faisant de la science. Ingénieur aéronautique, ce visiteur est venu admirer le Blériot 11, un appareil entré dans l'histoire de l'aviation pour avoir effectué la première traversée de la Manche le 25 juillet 1919. La science, je pense que ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut que ça plaise parce que c'est pour moi au travers de la science que le progrès se fait et va se faire. Donc je pense qu'il faut communiquer plus sur cet événement pour qu'il y ait plus de monde qui viennent et que la science et ses objets soient connus du grand public. Toute la journée, les curieux peuvent suivre un parcours de démonstration. Ici, c'est l'expérience de la rotation de la Terre à l'aide du pendule de Foucault, une simple sphère métallique suspendue à un filin. Là, l'incroyable histoire de l'avion numéro 3 de Clément Ader, conçu entre 1893 et 1897. En tant que femme, je pense qu'on est encore sous-représentée dans les métiers scientifiques. Donc si ça peut donner l'envie à des jeunes filles
de se relancer dans des carrières scientifiques, bah, tant mieux. Depuis 30 ans, la Fête de la Science connaît un succès grandissant. Initiée par le ministre Hubert Curien pour encourager les jeunes à s'engager dans les métiers de la recherche et de la technologie, elle trouve aujourd'hui un écho à l'international. Prochaine édition, à l'automne 2022. Alain Riazuelo, la thématique de la Fête de la Science cette année était l'émotion de la découverte. Pourquoi cette thématique d'après vous et quels sont les enjeux ? C'est une façon parfaite de partager, en fait. Dire qu'une découverte non seulement est importante, mais en plus suscite quelque chose au-delà d'un peu universel, c'est un beau moyen de montrer que le savoir, c'est important et que c'est quelque chose qu'il faut partager. Et puis la découverte, c'est ce qui anime aussi les scientifiques. Oui, bien sûr. Tout chercheur a toujours un moment très égoïste. Le moment où vous trouvez quelque chose mais que vous ne l'avez pas encore annoncé, vous savez que vous êtes le seul à savoir et vous savez que c'est vous qui allez diffuser au reste du monde le résultat que vous avez. Peu importe que le résultat soit important ou pas, il y a ce moment où on sait qu'on a fait quelque chose. Et après, donc, il s'agit de transmettre aussi cette émotion. Vous avez travaillé sur un sondage qui portait sur l'attitude des Français envers la science. C'est un sondage qui a été effectué en 2020 et qui s'inscrivait dans la continuité d'une série qui avait commencé, je crois, en 1972. Comment évolue la confiance des Français envers la science, d'après ce que vous avez pu observer? Oui, ces grandes enquêtes nous permettent un petit peu de nous renseigner sur l'évolution des attitudes des Français vis-à-vis des sciences et des techniques. Et c'est vrai qu'une question centrale du débat public en France, c'est celle de la confiance ou la défiance de nos citoyens par rapport... Pas seulement en France d'ailleurs. Oui, en France comme à l'étranger, mais c'est vrai que c'est central aujourd'hui, depuis la pandémie, dans le débat public, cette question de la méfiance ou la défiance supposée du public. Et la bonne nouvelle, c'est que cette défiance n'existe pas. Donc c'est ça le message que je voudrais envoyer. Il n'y a pas de défiance de nos concitoyens vis-à-vis de la science, il n'y a pas de défiance vis-à-vis des scientifiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ça veut dire qu'une bonne partie du débat public est centrée sur un faux problème. Et par contre, il y a d'autres problèmes qui méritent d'être traités. Alors par exemple, quels sont les principaux enseignements à tirer de ce sondage? Les grands enseignements, il y a un ensemble d'enseignements qui sont très positifs. Donc j'ai parlé de la confiance très rapidement. Il y a un intérêt qui est constant, qui est stable vis-à-vis des grands enjeux scientifiques. Il y a une bonne compréhension également chez les générations les plus jeunes. On a fait cette analyse générationnelle. Une bonne compréhension des enjeux également du changement climatique. Et on commence maintenant chez les jeunes générations à bien intégrer les éléments de connaissance qui sont importants. Et puis il y a aussi, ce qui est vraiment important également, je trouve, une volonté du public d'être sollicité, de participer aux choix scientifiques et technologiques. Et pas simplement d'être informé dans une communication un petit peu à l'ancienne, un petit peu technocratique. Il y a cette envie de participer et d'échanger autour des enjeux scientifiques et techniques. Donc ça, c'est le versant positif. Et puis il y a un versant plus critique, sans doute. Et ce qu'on met en évidence, c'est effectivement une forme un petit peu de recul par rapport à la familiarité par rapport aux sciences et aux techniques en termes de connaissances. Ah oui. Donc là, il y a un vrai enjeu en termes de culture scientifique, de repenser un petit peu la pédagogie par rapport à la culture scientifique. Et puis il y a d'autres versants qui sont également intéressants, je trouve, et qu'il faut prendre en compte d'un point de vue critique, c'est que cet intérêt pour les sciences et les techniques va de pair avec également quelques croyances qui sont considérées comme des formes d'irrationalisme, le complotisme, on en parle beaucoup, mais également le recours à tout un tas de médecines alternatives, effectivement, qui sont bien ancrées dans les pratiques des Français. Alors, il y a deux événements planétaires majeurs aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 et le changement climatique, qui mettent les scientifiques, j'ai sélectionné ces deux-là, mais il y en a d'autres, je pense que ce sont les principaux, qui mettent donc aujourd'hui les scientifiques sur le devant de la scène médiatique. Et on a vu que les sujets qu'ils traitaient pouvaient provoquer des débats qui pouvaient même enflammer la société. Je pense par exemple à la vaccination. Comment partager les débats scientifiques et les contradictions donc, que cela implique avec le grand public, sans que la parole scientifique ne risque d'être déconsidérée, d'après vous, Alain Riazuelo? Alors c'est difficile parce que s'il y a débat scientifique, c'est que les scientifiques qui sont les plus experts du sujet ne sont pas d'accord entre eux.
Donc, on peut expliquer qu'il y a un débat, mais il faut éviter le risque que le public se sente autorisé ou amené à arbitrer le débat. Et donc, par exemple, si un scientifique prend le public à partie, en général, c'est une mauvaise idée, puisque c'est un aveu de faiblesse, puisqu'il prend le public à partie parce qu'il n'a pas réussi à convaincre ses confrères. Et donc, c'est pas une bonne attitude. Alors, évidemment, le public peut apprécier cette importance qu'on va lui donner à ce moment-là, mais en fait, c'est un cadeau empoisonné qu'on lui fait, puisque finalement, le paradigme ou le consensus scientifique, il se construit non pas de façon démocratique, entre guillemets, parce qu'il y a une majorité de personnes qui croient ceci ou cela, mais parce que les arguments en faveur de ceci ou de cela sont de façon relativement forte approuvés par la communauté scientifique. Et c'est ça qui est difficile à nuancer quand on explique au public une problématique. Alors moi, en astronomie, il n'y a pas d'enjeu de société aussi. Si, il y a des débats, mais il n'y a pas d'enjeu de société majeur, à part peut-être la question de la vie extraterrestre, mais voilà, est-ce que l'astéroïde machin a des chances de heurter la Terre dans 3 siècles? Bon, ça ne va pas vous empêcher de dormir, vous, puisque ça n'arrivera pas dans un futur proche. En revanche, pour ce qui concerne le changement climatique en particulier, ça reste difficile à admettre pour certains, et ça reste quelque chose qui est controversé. Alors controversé, non, ça l'est plus. Ça n'est pas controversé par les scientifiques, mais voilà. Dans l'acceptation du public, il y a des nuances. Oui. En fait, le changement climatique, c'est un très bon exemple parce que finalement, le terrain médiatique a été occupé par des climato-sceptiques avant qu'il ne soit occupé par des scientifiques qui ont réagi avec retard. Et il y a quelques années, il y avait le journal Nature, qui est le plus prestigieux journal scientifique, qui avait interpellé en fait les climatologues en disant « c'est un combat de rue et vous devez descendre dans la rue ». Et c'est vrai que nous autres scientifiques, on n'est pas habitués à déjà ce vocabulaire un peu presque guerrier, mais à cette situation où effectivement, quand vous êtes scientifique, vous avez l'habitude de présupposer la bonne foi de vos interlocuteurs. Et là, pour ce qui est des gens qui parlent mal du réchauffement climatique, l'immense majorité de ces gens-là ne sont pas de bonne foi. Et donc, on est un peu démunis et on a un temps de retard sur ce mouvement-là. Et puis, ce sont des sujets qui nécessitent énormément de connaissances, aussi bien scientifiques que techniques, impossibles à maîtriser pour chacun d'entre nous. Comment faire en sorte que la communication à l'égard du grand public sur ces sujets, le changement climatique et d'autres sujets scientifiques, soit la plus claire et pédagogique possible pour favoriser donc cette confiance de la population? Oui, là, il y a un vrai enjeu pédagogique sur la façon, effectivement, de parler vers le grand public, mais également parler vers ses pairs, puisque, comme vous l'avez signalé, effectivement, parfois nos pairs dérapent eux-mêmes dans leur communication, et il faut faire ce travail de régulation et de contrôle. Moi, je dirais que la pandémie, de ce point de vue-là, est une formidable opportunité, c'est-à-dire que ça nous a permis de bien montrer que la science est une affaire humaine, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, qui est donné, c'est pas quelque chose qui relève du consensus dès le départ, c'est un consensus qu'on construit. Et donc l'état normal de la science, effectivement, c'est un état de controverse, c'est un état de recherche qui se pose des questions. Et c'est un exercice pédagogique en temps réel qu'on est en train de vivre pour faire comprendre précisément que les connaissances se stabilisent dans le temps. Donc il y a une temporalité de la recherche. Et c'est ce travail-là qu'il faut essayer, d'un point de vue pédagogique, de transmettre vers le grand public. Donc je pense qu'on progresse. Alors, la science, c'est aussi une affaire de compétition internationale. Dans cette compétition, où se situe la France aujourd'hui? On pointe souvent le manque de moyens des chercheurs et le déclin de la recherche française. Qu'est-ce que vous en pensez? Où on en est maintenant? Le manque de moyens, c'est vrai. Ça fait longtemps que c'est dénoncé par les chercheurs. Malheureusement sans succès jusque-là. Donc peut-être que la pandémie, justement, aidera à faire prendre conscience que il est important que la France ait une certaine autonomie et ne soit pas dépendante d'autres pays dans le domaine médical pour faire un vaccin. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on sent bien que dans n'importe quel domaine, il faut une masse critique de chercheurs pour que le savoir perdure dans le pays, qui puisse être enseigné.
et que, comme par exemple au CNRS, on ne remplace pas tous les départs à la retraite, on sent bien qu'il y a des domaines scientifiques qui risquent de s'éteindre. Et le problème, c'est comme pour les espèces vivantes. Une fois que ça s'éteint, on met énormément de temps à rallumer le domaine. Et donc, c'est terrible de se dire qu'il va peut-être falloir choisir nos renoncements ou des choses comme ça. Mais effectivement, si un effort n'est pas fait, c'est quelque chose qui risque d'arriver. Et je pense que la société dans son ensemble y perdra. Et puis d'autre part, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Michel Dubois, il y a le problème des connaissances des Français dans les matières scientifiques. Si on reprend les chiffres du dernier classement PISA, la France se place désormais en avant-dernière position en sciences. Comment cela s'explique? Est-ce qu'il y a un désamour de l'éducation nationale envers les sciences? Et dans ce cas, est-ce que ce n'est pas la notion d'excellence qui est en péril? Oui, alors la notion d'excellence, c'est vrai que la question de la position de la France dans ces échelles d'excellence est une question qui est effectivement extrêmement débattue. Et juste pour continuer sur ce débat, un récent rapport de l'Observatoire des sciences et des techniques montrait que la France avait tendance à décrocher dans les grands classements, notamment au regard des publications, par rapport à des pays voisins. Et on avait presque l'impression que la France allait sortir du top 10 des pays en matière de recherche, au top de la recherche scientifique. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu du point de vue de la communauté professionnelle. Après, la question que vous posez, c'est effectivement l'enseignement des sciences, la façon dont les sciences sont enseignées à différents niveaux. Et c'est évident qu'il y a un problème, sans doute, de pédagogie à repenser par rapport aux jeunes générations qui arrivent. En même temps, je suis relativement optimiste, c'est-à-dire que ce qu'on voit, nous, dans nos grandes enquêtes, c'est que l'intérêt, notamment lorsqu'on apprend cette grille générationnelle, l'intérêt est là chez les jeunes. Donc il y a effectivement un vrai enjeu, sans doute, de repenser l'enseignement des sciences en France pour pouvoir nourrir ces filières scientifiques qui se vident progressivement. Et ça, c'est vraiment dramatique. Pour autant, voilà, il ne faut pas cultiver le pessimisme, il faut au contraire s'appuyer sur l'intérêt qui est bien présent. Alors justement, pour conclure en quelque sorte, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs pour leur donner envie de s'intéresser aux sciences et peut-être d'en faire leur métier, et en particulier aux femmes, puisqu'elles sont encore sous-représentées dans les domaines scientifiques? Alain Riazuelo. Moi, j'ai fait de l'astronomie parce que je trouvais que c'était beau. Il y avait la notion d'esthétique qui m'avait touché. Et après, quand j'ai commencé à faire des études, finalement, le reste de l'univers, c'est-à-dire tout sauf la Terre, c'était le plus grand terrain de jeu d'application des phénomènes physiques. Et donc il y avait une diversité qu'on ne trouve peut-être pas dans d'autres domaines, mais il y a eu deux choses qui m'ont touché et qui étaient plus que de la curiosité. J'avais trouvé quelque chose de beau là-dedans, en plus d'humainement plutôt altruiste. Contrairement à ce que j'aurais pu faire en tant qu'ingénieur, où il y aurait une compétition peut-être plus acerbe. Et donc, il y a un plaisir de comprendre et il y a un plaisir de mieux comprendre. Et ça, effectivement, si on ne s'intéresse pas à la science, on le cerne un peu moins que si on commence à aller au fond des choses. Le plaisir de comprendre. Voilà. Mais il y a toujours un événement déclencheur. Et cet événement déclencheur, on ne peut jamais savoir d'où ça vient. Et à partir du moment où vous ressentez ça, quel que soit le domaine, vous allez pouvoir faire de la science et vous allez avoir du plaisir à la faire. Michel Dubois. Oui, j'abonde tout à fait dans ce sens. Effectivement, le plaisir de faire de la recherche, c'est un plaisir de produire de la connaissance, mais c'est un plaisir de le faire de façon quasiment parfois ludique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de jeu, il y a une dimension d'enquête, surtout pour les sciences sociales qui sont souvent en plus dans des débats qui sont des débats d'actualité, des débats de société. Et donc c'est aussi une façon un petit peu de contribuer à ces débats et à faire un petit peu réorienter potentiellement un certain nombre de décisions en matière d'autorité publique. Donc moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai plaisir de la recherche et une vraie contribution au débat d'une façon générale. Merci pour ces messages d'encouragement. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous allons accueillir Jacques Malater.
Bonjour Jacques Malater. Bonjour. Je vous présente tout de suite. Vous avez réalisé de nombreux films documentaires, dont L'Odyssée de l'espace en 2001. Et vous êtes venu nous parler d'un nouveau film archéologique intitulé L'homme de Pékin, les derniers secrets de l'humanité. Le tournage doit commencer, je crois, fin 2021 et c'est l'année du 100e anniversaire des fouilles du site de l'homme de Pékin à Zhoukoudian. Alors pour commencer, on va regarder un petit film qui va nous présenter ce projet. Nous sommes très fiers de coproduire avec CCTV et la Chine ce nouvel opus de l'histoire de l'homme réalisé par Jacques Malater. Un docu-fiction, c'est raconter la science par le biais de l'émotion. C'est permettre aux spectateurs de s'identifier à cette histoire. Parce que cette histoire qui nous paraît très loin, la préhistoire il y a moins de 2 millions d'années, non, c'est l'histoire de nos cousins. À l'UNESCO, nous sommes très heureux de soutenir ce grand projet de film consacré à la fabuleuse histoire de l'homme de Pékin. Jacques Malater, parlez-nous de ce nouveau film qui est une coproduction franco-chinoise, on vient de le voir. L'homme de Pékin, c'est l'une des stars de la paléontologie. Comment allez-vous nous raconter son histoire ? Alors, Les derniers secrets de l'humanité, l'idée est venue avec Yves Coppens. C'est moi, 20 ans après le succès de l'Odyssée de l'espace, de se dire... Yves Coppens, célèbre paléontologue Voilà, français. découvreur de Lucie. De se dire, bon, ben, ces 20 ans se sont passés, plein de découvertes sur ce qu'étaient nos ancêtres, sont nés, existent maintenant. Il est temps de les raconter de nouveau au public. Et on a choisi la Chine, parce que la préhistoire chinoise est un magnifique terrain de jeu, d'une part parce qu'il y a une faune animale extraordinaire. Il y a des éléphants de plus de 5 mètres de haut, les stégodons, il y a les Gigantopithecus qui sont des gorilles de plus de 3 mètres de haut. Donc c'est un terrain de jeu fabuleux. Et il y a aussi l'homme de Pékin, cet Homo erectus, l'homme dressé, qui va inventer le feu. Et on va suivre cette histoire de l'homme à travers la préhistoire chinoise, puisque la préhistoire est un peu la même partout au même moment, à 50 000 ans près, mais c'est au même moment. Et on va suivre cette préhistoire chinoise qui est une fabuleuse aventure humaine. Il faut savoir aussi que la Chine a une spécificité unique au monde, c'est que c'est le seul endroit de la planète où, à un moment donné, il y a plus de 7 espèces humaines présentes. Oui. Avec Homo sapiens, des espèces qui vont disparaître pour laisser la place à nous, l'Homo sapiens sapiens. Et le film se termine quand l'Homo sapiens d'Asie commence à rayonner à travers le monde. Il va croiser Cro-Magnon, mais il va surtout passer par le détroit du Bering et découvrir, à moins de 25 000 ans, les États-Unis. Donc les premiers hommes qui ont mis les pieds aux États-Unis, c'est les Chinois. Mais du coup, vous allez utiliser donc des images de synthèse un petit peu sur le même principe que dans l'Odyssée de l'espace, mais avec des technologies aujourd'hui beaucoup plus avancées. Alors bien sûr, on va avoir des technologies beaucoup plus avancées qu'il y a 20 ans pendant l'Odyssée de l'espace. C'est vraiment une coproduction avec la Chine, donc je vais travailler avec une équipe à 90% chinoise. Ça va être vraiment un partage des savoir-faire et je suis très heureux de cette aventure humaine qui va se dérouler là-bas parce que quand l'aventure humaine est réussie, le film n'est pas loin de l'être. Alors effectivement, grâce au talent joint de MacGuff et de Micros en France, on va créer des animaux en 3D, on va créer les animaux dont je vous ai parlé, le stégodon, le tigre dents de sabre, le Gigantopithecus, et les acteurs qui seront tous chinois vont jouer avec ces moments-là, avec ces créatures virtuelles, et ils auront aussi chacun des make-up pour ressembler à l'homme d'hier, un maquillage pour transformer un homme d'aujourd'hui en homme d'hier, c'est 3 à 4 heures de maquillage par jour, donc ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et donc c'est une coproduction avec la Chine. Comment s'articule cette association avec votre partenaire CCTV 9 ? Oui, alors c'est une véritable coproduction. C'est quasiment une coproduction chinoise et française. C'est CCTV 9 qui va coproduire avec France Télévisions en ce qui concerne la France et 10.7 qui est la maison de production de Victor Robert. Et voilà, après 2 ans de collaboration et d'étroite collaboration, parce que vraiment il faut se tenir la main, c'est vraiment des usines à gaz ces films à faire, mais en même temps c'est des films qui sont porteurs parce qu'ils racontent l'histoire de la planète, l'histoire de nos ancêtres à nous, on est tous cousins sur cette planète, et là c'est nos cousins chinois qui vont nous raconter aussi comment nous on a pu évoluer à travers le monde. Alors, on vous entend dans la vidéo que nous venons de regarder dire que le docu-fiction a la capacité de toucher le public grâce
à l'émotion. C'était aussi le thème de la fête de la science dont nous venons de parler dans la première partie de cette émission. L'émotion est la clé pour entrer dans les sujets pointus et scientifiques. Je crois que quand on veut toucher du grand public à 20h30, voilà, on n'est pas sur un public spécifique, on est là vraiment pour... On se bat contre le téléfilm policier qui est à côté, contre le match de foot qui est à gauche. Donc il faut aller vers les gens. Il faut leur montrer que la science, au début, c'est juste des grandes histoires et des belles histoires. Donc Yves Coppens le dit toujours, il dit, moi, il me transmet la science. Je ne deviens pas paléontologue, mais il me transmet ce que je dois savoir. Et à un moment donné, là où la science s'arrête parce qu'elle n'a pas forcément le droit d'imaginer ou de rêver ce qui a pu être, elle laisse les artistes s'engouffrer dans les zones d'ombre pour inventer la petite histoire qui va raconter la grande histoire. Alain Riazuelo, vous voulez nous parler peut-être justement de la capacité du documentaire de toucher le grand public. Je crois que vous avez vous-même réalisé un documentaire. Alors j'ai participé à un documentaire sur les trous noirs, donc sujet très grand public. Donc effectivement, quelque chose qui peut toucher les gens et qui peut être un moyen d'amener les gens à la science. C'est vrai que chez les scientifiques, il y a toujours un petit débat, une question ouverte, c'est quelle est la part de concession que l'on va faire dans un reportage, un documentaire, sachant que si on est trop technique, on va toucher moins de public. Si on l'est pas assez, on va peut-être un peu trop distordre la vérité. Et l'équilibre est pas toujours facile à trouver. Et je suis sûr que dans le domaine de la paléontologie, il y a des gens qui sont plus rigoristes et d'autres qui sont plus tournés vers il faut toucher le public, même si on triche un peu. Michel Dubois, vous voulez ajouter quelque chose, vous qui vous êtes intéressé justement à la perception de la science. Tout à fait. Non, mais je pense que c'est l'idée de prendre l'histoire de l'être humain, de l'homme, et d'en faire un récit, et d'un récit qui est ciblé vers le grand public. C'est effectivement une excellente idée. D'autant plus que ce sont des domaines de recherche qui ont connu des avancées quand même assez importantes, notamment dans le domaine de la paléogénétique, de l'ADN ancien. Et il y a tout un ensemble de connaissances qui sont maintenant à transmettre et qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans la continuité de ce qu'on avait auparavant. Donc, non, je trouve que l'initiative est tout à fait excellente. Alors, Jacques Malater, vous avez déjà réalisé un certain nombre de documentaires, et notamment d'autres documentaires scientifiques. Vous avez déjà collaboré également avec Yves Coppens auparavant. Quelles sont les spécificités du documentaire scientifique par rapport à d'autres types de films ? Mes camarades le disaient, c'est vraiment un travail où il faut travailler main dans la main avec les scientifiques. C'est pas d'un côté le réalisateur et l'artiste, c'est de l'autre côté le scientifique. C'est chacun fait un pas avec l'autre et chacun essaye de trouver le meilleur axe pour raconter l'histoire. Alors des fois c'est fabuleux parce qu'en histoire ou en préhistoire, la vraie vie, la vraie histoire, la science est plus intéressante que ce que pourrait imaginer n'importe quel scénariste. Donc il faut être humble aussi par rapport à ça. Des fois, il y a juste à cueillir la fleur et à la transmettre. Et après, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que nous, par exemple, on va aussi bien travailler avec Yves Coppens et Antoine Balzo, des paléontologues aussi du Musée de l'Homme, mais aussi avec des scientifiques chinois qui sur place vont checker, parce qu'on va tout refabriquer, les outils, les lances, les costumes. Donc tout ça, ça va être validé scientifiquement. Bien sûr, il y a des choses qui ont disparu, on ne sait pas comment c'était, mais en tout cas, on essaye d'imaginer, d'être au plus près de ce que ça a pu être. Alors, l'un de vos films précédents, j'en parlais tout à l'heure, L'Odyssée de l'espèce, qui portait également sur la préhistoire, a touché un énorme public à travers le monde, un succès presque étonnant et qui dure encore aujourd'hui. Vous m'en parliez en préparant l'émission. C'est vraiment un vecteur idéal pour transmettre la science, le documentaire ? Oui, je crois, et aujourd'hui les enseignants l'ont bien compris, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu pour ça qu'on fait avec Yves les derniers secrets de l'humanité à travers l'histoire de l'homme de Pékin. C'est pour que ce film-là vienne remplacer l'Odyssée de l'espèce dans les écoles, parce qu'aujourd'hui, l'Odyssée de l'espèce est toujours utilisée dans les écoles pour faire découvrir la préhistoire aux enfants d'école primaire. Donc voilà, si demain, dans 20 ans, c'est les derniers secrets de l'humanité, l'homme de Pékin qui raconte notre préhistoire, le pari sera réussi. Et puis voilà, c'est toujours des belles choses quand un film ne reste pas juste un événement d'audimat, un événement télévisuel, mais perdure après. L'Odyssée de l'espèce, aujourd'hui, j'en croise des paléontologues qui m'ont dit si j'ai fait paléontologue, c'est parce que j'ai vu l'Odyssée de l'espèce. Espérons que ce soit pareil pour le prochain. Alors, merci à tous les trois, Jacques Malater, Michel Dubois et Alain Riazuelo, d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un prochain Pour tout vous dire.